Bonjour à toutes et à tous, pardon. Vous êtes loin. Vous avez laissé 5 rangs libres devant. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si c'est dans les habitudes, si tu laisses les troupes derrière et toi devant, c'est ça? Bien, merci Jean-Pierre et merci à la FNADEPA pour votre invitation. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Donc, j'ai la chance d'être le délégué général des Petits Frères des Pauvres depuis 2020. Je suis arrivé dans ce champ de l'âge, je vous expliquerai d'où je viens, entre un petit trou de souris de confinement, entre le premier et le deuxième, en quelque sorte, à l'automne 2020. J'ai le plaisir d'être le vice-président de l'UNIOPS depuis quelques semaines. Et précédemment, j'intervenais dans un autre champ d'engagement, puisque vous savez que la vie associative est riche de champs d'engagement. J'intervenais dans le champ de l'enfance et de la jeunesse. J'étais le directeur général de la Fédération Léo Lagrange. Peut-être ça évoque des choses à certains d'entre vous. Je fais beaucoup de comparatifs entre ce champ de l'âge, que je découvre en quelque sorte depuis 5 ans, et le champ de l'éducation populaire, puisque ça permet aussi dans une vie professionnelle de découvrir que l'engagement, le militantisme ne se vivent pas pareil selon les champs de la vie associative auxquels on appartient. Alors, on m'a demandé de vous parler d'engagement, de bénévolat. Je vais essayer de vous exprimer quelques réflexions personnelles et puis partagées peut-être par certains d'entre vous et vous donner quelques pistes, quelques fils à tirer, puisque le bénévolat fait partie certainement des choses qui existent, alors avec certainement des niveaux d'existence divers selon vos établissements. Je pense qu'on est face à un changement de paradigme à l'œuvre. J'aurai l'occasion d'y revenir, de vous parler du rôle des bénévoles des Petits Frères des Pauvres dans vos établissements quand ils interviennent dans vos établissements pour peut-être lever un certain nombre, peut-être parfois d'incompréhension par rapport à cela. Je vous parlerai aussi de l'intérêt d'avoir des équipes bénévoles aux côtés de vos équipes professionnelles et puis de ce changement de paradigme. Mais peut-être pour commencer, quelques mots pour vous présenter les Petits Frères des Pauvres. C'est une association qui fêtera ses 80 ans d'existence l'année prochaine, en 2026. Elle a, contrairement à d'autres associations caritatives, et moi j'en suis très heureux, elle a toujours gardé le même champ d'engagement, c'est-à-dire les personnes âgées et la même cause, la lutte contre l'isolement social. Et je ne sais pas si c'est une chance, je ne crois d'ailleurs que ça n'est pas une chance, mais cette question de l'isolement social, vous voyez, l'histoire repasse les plats et vous le verrez, et c'est aussi quelque chose que vous vivez dans vos établissements, mais nous allons vivre, et nous vivons d'ores et déjà dans ces années, des niveaux d'isolement social jamais atteints, mais là aussi j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, pourquoi les Petits Frères des Pauvres et pourquoi le mot pauvre? C'est aussi parce que c'était la volonté du fondateur de l'association, Armand Marquiset, de s'intéresser d'abord et avant tout, en priorité, à celles et ceux qui étaient le plus en souffrance au sortir de la guerre. Et au sortir de la guerre, dans ces 10 années de reconstruction de la France, les personnes âgées étaient vraiment les personnes les plus fragilisées dans la société. Les Petits Frères des Pauvres aujourd'hui interviennent sous 3 modalités différentes. Alors il y a des modalités très nouvelles que vous allez peut-être découvrir dans mon propos. Premièrement, nous sensibilisons et nous formons. Ça, ce sont des activités un petit peu nouvelles pour la maison. Dans les intervenants précédents, ont évoqué rapidement les questions intergénérationnelles. Nous avons des actions, notamment au collège. Nous avons développé depuis 2 ans un programme qui s'appelle Génération Lien et qui a vocation à sensibiliser les collégiens à la fois aux liens intergénérationnels,
et à la lutte contre l'agisme, qui est encore une discrimination largement et malheureusement acceptée dans notre pays. Et puis nous avons pour nos propres bénévoles, 15 000 bénévoles actifs aux Petits Frères des Pauvres, un centre de formation de haute qualité, certifié Calliope, et nous souhaitons vraiment ouvrir cela à l'extérieur, parce que nous participons de l'idée que cette question de la lutte contre l'isolement ne sera résolue non pas que par l'action des Petits Frères des Pauvres, mais par une mobilisation de la société tout entière et de toutes les parties prenantes sur cette question. Donc nous formons de plus en plus tout type d'acteurs pour être aguerris, notamment au repérage de l'isolement social, puisqu'il y a encore une très très grande question sur ce repérage. Vous pourrez, en vous baladant sur le site internet des Petits Frères des Pauvres, découvrir un programme ou le taper directement dans la barre de recherche qui s'appelle « Se former pour agir ». La CNSA nous soutient sur ce programme-là. C'est un programme de e-learning que vous pouvez faire. Il est gratuit, accessible à tous. Et vous pouvez, avec quelques petits outils que nous trouvons plutôt bien faits de micro-learning, vous former ou inciter les salariés de vos établissements, des intervenants, à se former notamment au repérage de l'isolement social. Nous avons également, et nous développons de plus en plus, des activités de prévention et d'anticipation. Je ne reviendrai pas, même j'en parlerai un petit peu à la fin de mon propos, sur les chiffres de ce mur démographique, de cette transition démographique, mais nous avons vraiment un travail de prévention à faire, et comme beaucoup de politiques de prévention, et ça va être la première référence que je vais faire au lien entre l'enfance et la jeunesse et le vieillissement, on sait faire des politiques de prévention et on sait construire des politiques publiques dans les premières années de la vie et même globalement jusqu'à 30 ans. Et puis après, il se passe un espèce de trou noir pendant une vingtaine d'années sur lequel, en fin de compte, l'État, la puissance publique agit peu sur des politiques de prévention. Et puis, 55 ans arrivent et puis vous recevez les lettres dans vous recevez vos premiers décomptes de retraite, votre première invitation à une mammographie ou à une coloscopie. Mais il s'est passé 20 ans. Eh oui, il s'est passé 20 ans, et tout ça pour vous dire que ces questions de prévention, et notamment de prévention de l'isolement social, eh bien, il y a des choses qui se mettent en place très tôt dans la vie des gens, et je trouve qu'on n'intervient pas assez tôt. Donc on réfléchit, nous, beaucoup aux Petits Frères des Pauvres, à créer des outils qui permettent de faire de la prévention contre l'isolement social. D'ici la fin de l'année, je pense, on va rendre disponible, puisque c'est notre volonté de faire des outils en open source, on rendra disponible un petit questionnaire qu'on est en train de faire avec des psychosociologues pour que chacun, un petit peu comme vous savez ces choses qu'on fait dans les magazines sur la plage, chacun pourra mesurer son risque d'isolement social. Donc on le mettra à disposition, y compris des mutuelles, etc., pour que des citoyens puissent se dire, tiens, j'ai un risque, il est peut-être temps que je fasse quelque chose si je ne veux pas être accompagné par les Petits Frères des Pauvres dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc moi, je crois beaucoup aussi à ça, au fait que nous sommes là pour éviter d'agir. C'est souvent le but d'une association caritative, d'une association qui défend une cause, de faire en sorte que cette cause puisse à un moment cesser d'exister. Nous avons aussi des dispositifs dont vous allez entendre parler peut-être cet été, et j'invite aussi vos établissements, si vous remplissez les conditions, à participer à ce mouvement. On a fait un communiqué de presse la semaine dernière. Nous avons 200 sites dans le pays qui sont inscrits dans le programme Oasis Solidaire. On ne demande pas grand-chose aux gens, on se dit simplement qu'en cas de canicule, il y a des lieux climatisé, rafraîchi dans l'environnement immédiat de personnes. Ça peut être un commerce, ça peut être le hall du siège social d'une grande société, ça peut être une administration publique, ça peut être un EHPAD. Eh bien, simplement apposer une vitrophanie en mettant ici « Je suis une oasis solidaire », se repérer sur un site, se géolocaliser sur un site et offrir la possibilité à quelqu'un de venir prendre le frais dans votre hall pendant 1 heure, ça peut paraître un peu basique comme solution, mais quand on voit les effets sur la santé, et vous le savez mieux que personne, d'une canicule pendant plusieurs jours, on se dit que ce dispositif-là permet aussi à tout le monde de se sentir utile, et nous avons
des villes maintenant qui nous rejoignent et qui mettent, c'est le cas de Reims l'a fait l'année dernière, qui mettent tous leurs lieux rafraîchis sur le site. Donc on espère là aussi que ça va participer d'une mobilisation conséquente. Nous avons également un autre dispositif qui s'appelle Chasseurs de solitude. L'idée, c'est qu'au-delà des bénévoles des Petits Frères des Pauvres, des citoyens dans des villes puissent se dire, écoutez, moi, et on en connaît tous, je sais que le monsieur ou la dame qui habite au 4e étage au-dessus de chez moi ou qui est au fond du lotissement est isolé, ne voit personne, j'ose pas agir, je ne sais pas comment faire. Eh bien, on retrouve un petit kit et on travaille beaucoup avec les CCAS qui s'approprient les démarches et qui les relaient pour que justement chaque citoyen puisse à un moment se sentir engagé. Je reviendrai à ma vision de la différence entre engagé et militant. Mais ces chasseurs de solitude, c'est une autre force qui se mobilisera aux côtés des bénévoles des Petits Frères des Pauvres. Et puis enfin, l'activité que vous connaissez certainement le plus, l'activité centrale, historique des Petits Frères des Pauvres, c'est celle de la prise en charge de l'isolement social. C'est 400 équipes de bénévoles qui, sur l'ensemble du territoire et depuis l'année dernière maintenant, dans quelques-unes des Outre-mer françaises, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, la Guyane depuis quelques semaines et la Réunion depuis vraiment quelques jours pratiquement, interviennent et se constituent en équipe de bénévoles pour là prendre en charge des personnes repérées comme isolées. Nous avons également, mais je ne vais pas vous faire tout le catalogue, des activités plus spécifiques avec des personnes qui connaissent des plus grandes vulnérabilités. Et puis, puisque notre directeur des établissements des Petits Frères des Pauvres est dans la salle avec Luc également, nous avons 30 établissements aux Petits Frères des Pauvres. On essaye d'avoir la chaîne du parcours résidentiel en quelque sorte, hein, des établissements qui relèvent du médico-social, des établissements qui relèvent du logement, et puis des choses très très atypiques qui ont fondé mon arrivée aussi aux Petits Frères des Pauvres, des maisons de vacances, puisque l'association, et j'en terminerai là-dessus sur sa présentation, milite depuis sa création pour le droit aux vacances à tous les âges de la vie. Et donc nous faisons partir en vacances des personnes qui sont des personnes accompagnées par les Petits Frères des Pauvres, mais nos maisons de vacances s'ouvrent aussi à l'extérieur. Nous accueillons parfois des résidents, d'EHPAD extérieurs qui viennent faire un séjour de vacances dans les maisons des Petits Frères. Et ce qui est, je trouve, remarquable, nous accueillons souvent des personnes avec des niveaux de dépendance extrêmement élevés et pour lesquels l'association, ses salariés, ses bénévoles considèrent que le niveau de dépendance ne doit pas être un frein à profiter des vacances. Et donc, on met en place des choses que je trouve, de ce point de vue, assez remarquables. Vous imaginez que d'où je viens, j'ai été pendant longtemps un militant important du droit et du droit aux vacances pour tous, des enfants, des jeunes, bien sûr, mais des personnes âgées également. Voilà pour vous présenter l'association. Alors, le militantisme et les Petits Frères des Pauvres, comme ça, on n'associe pas forcément les deux mots. Alors une association qui a 80 ans d'existence, Jean-Pierre, je regardais le petit film tout à l'heure de l'histoire de votre fédération, elle a connu différentes époques, elle a connu elle aussi, aux Petits Frères des Pauvres, un avant 1968 et un après, puisque globalement l'association qui était au départ une association confessionnelle s'est déconfessionnalisée à ce moment-là. Ça a pris un peu plus de temps, mais l'association est une association laïque aujourd'hui, mais mai 68 a été un épisode important dans l'histoire des Petits Frères des Pauvres. Mais, et ça, je pense que pour beaucoup d'entre vous, alors peut-être pas celles et ceux d'entre vous qui habitent les Hauts-de-France, mais il y a eu des épisodes militants des Petits Frères des Pauvres qui sont assez incroyables dans cette région dans les années 70. Vous connaissez tous L214 et les méthodes d'L214 quand ils vont dans un abattoir, par exemple, en caméra cachée, etc., et avec des méthodes que certains peuvent juger violentes. Les Petits Frères des Pauvres ont eu des méthodes de ce type-là dans les années 70.
notamment à Lille et notamment dans les hospices de Lille pour dénoncer les conditions d'hébergement des vieillards, c'est comme ça qu'on appelait et notamment des vieillards les plus indigents dans ces hospices avec photographies cachées sous les blouses. Alors c'était des militants, et c'est pour ça que je fais le lien avec les intervenants précédents, souvent très très engagés, politiquement ou syndicalement, souvent étudiants en médecine, pour beaucoup qui ont été radiés et qui n'ont jamais pu devenir médecins suite à ces événements-là. Mais il y a eu cette période-là, alors qui correspond aussi à ce qu'était un ADN des années 70, post-68, important. Et puis, les choses se sont un peu perdues après dans l'association. On est revenu à un engagement plus classique et plus traditionnel. Et aujourd'hui, on a la volonté de pouvoir retrouver une action militante, et on y a consacré d'ailleurs en 2021 un congrès. Alors, c'était un congrès un peu particulier, parce que ça a été, et j'espère que ce sera le seul, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable d'être en vrai, ça a été le premier congrès distanciel de l'histoire des Petits Frères des Pauvres, avec la crise sanitaire oblige. Mais la question de congrès, c'était ça, c'est quoi être militant. Et avec deux salles, deux ambiances, si vous me permettez l'expression, des personnes qui ne se reconnaissaient pas du tout dans ce mot, parce que la charge sémantique et émotionnelle de ce mot est importante. Et quand vous ne venez pas des environnements syndicalistes, politiques, vous avez du mal un peu avec ce mot, et notamment quand on est à droite de l'échiquier politique. Je vais prendre des références assez anciennes, mais rappelez-vous de Jacques Chirac et le RPR, il s'appelait compagnon, je crois. Il ne s'appelait pas militant. Ce mot-là est quand même connoté. On était arrivé à une définition qui était de se dire, si on a à être plus militant, le marqueur de cela, ce serait d'aller encore plus vers les populations les plus pauvres, les plus fragiles, les plus vulnérables. Parce qu'on ne va pas se payer de mots. Vous savez, les Petits Frères des Pauvres, comme toutes les associations, sont parfois soumis à des tensions. Oui, il n'y a pas que des personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité qui vivent l'isolement social. Il y a aussi des gens qui ont des retraites tout à fait acceptables et qui malheureusement sont seuls comme des chiens. Sauf que l'association considère que prioritairement, ça n'est pas son public. Mais les bénévoles, dans un territoire, parfois, font des arbitrages qui peuvent être un petit peu différents. Donc ça peut créer des sources de tension et parfois aller vers les personnes les plus isolées, les plus invisibles, les plus loin du retour à la pulsion de vie, puisque ça fait partie des mots que nous employons. Eh bien, quand vous êtes un bénévole qui n'apporte que son engagement, vous vous dites, est-ce que je sais faire ça, moi ? Et notamment, on parle beaucoup de santé mentale depuis que notamment Gabriel Attal a beaucoup mis, quand il était Premier ministre, ce sujet-là sur le devant de la scène. Eh bien, on a parfois des bénévoles dont je peux tout à fait comprendre qu'ils se posent des questions quand ils sont face à des personnes qui, manifestement, même si elles sont chez elles, et présentent un certain nombre de troubles qui peuvent aller jusqu'à se dire, est-ce que ma sécurité est assurée quand je suis seul avec cette personne ? C'est vraiment des questions, en tout cas, que le délégué général que je suis, et donc le responsable que je suis, se pose quasi quotidiennement, puisque ça correspond un petit peu aux questions que toutes les personnes que vous êtes en situation de direction de structure peuvent se poser. J'ai retrouvé ce que nous disait à ce congrès la présidente de l'époque du Secours catholique, et elle, sa logique était de dire « militer, c'est sortir de l'espace privé et pénétrer l'espace public pour porter une parole audible en vue de transformer la société ». Alors, vous verrez, moi, j'aime pas me payer de mots. La transformation de la société, on peut y mettre plein de choses derrière, et porter une parole publique, c'est bien, mais on verra aussi que si elle n'est pas force de proposition et si elle n'est que dans la revendication un peu stérile, eh bien, ça aboutit à ce que moi je considère comme un problème du militantisme aujourd'hui. Le militantisme devient un radicalisme. Et je vais me lancer sur un sujet un tout petit peu glissant, la loi sur la fin de vie. Des personnes se sont étonnées, c'est très prétentieux de le dire comme ça, mais de nous voir absents de ce débat-là. Et la logique avec Anne, notre présidente, était plutôt de dire à nos équipes, et y compris à nos équipes qui s'occupent du plaidoyer, si des journalistes veulent savoir ce que pensent les Petits Frères des Pauvres, on va leur expliquer qu'on n'en pense rien pour l'instant, parce que c'était extrêmement difficile entre les pour et les contre d'inscrire un débat un petit peu construit.
si ça vous intéresse sur le sujet, j'ai commis une tribune en décembre 2022, le jour de l'ouverture de la Convention citoyenne sur la fin de vie, dans le journal La Croix, qui expliquait à l'époque la position des petits frères des pauvres, un certain nombre de risques, mais on était il y a 3 ans, et j'ai l'impression qu'il y a 3 ans, on pouvait encore, dans le débat public, avoir des opinions un peu plus structurées, et essayer de porter du pour et du contre, pour saluer un centenaire, un plus que centenaire désormais, Edgar Morin, avoir un peu de complexité dans les prises de position. Et malheureusement, le militantisme tel qu'on le voit sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de chaînes d'information continue, aujourd'hui se radicalise entre des positions pour et des positions contre. Et je peux tout à fait comprendre que quand on amène des choses un petit peu différentes, eh bien, on ne se retrouve pas dans ces débats extrêmement polarisés. Est-ce que l'avenir du militantisme, ça n'est pas la puissance de la modération ? Moi, je crois beaucoup à ça, et surtout la force de la proposition. On a, y compris en ce moment, je crois qu'il y a des adhérents de ce qui fut un grand parti politique votent ce soir pour leur premier secrétaire. C'est marrant, je le dis à La Rochelle, où j'ai passé beaucoup de temps, y compris à un moment où j'étais dans ce parti politique. La force de proposition, elle me paraît très très absente aujourd'hui. Mais comme dans d'autres champs de la vie publique et de la vie politique. Vous l'avez vu tout à l'heure, je le disais à Annabelle, vous avez vu comme dans à peu près tous les congrès depuis 2 ans maintenant une ministre en vidéo, d'ailleurs que vous avez salué par vos applaudissements extrêmement chaleureux. On ne s'est pas dit de secret avec Annabelle tout à l'heure, mais elle aurait été là. Vous auriez peut-être eu une réaction différente quand elle vous a dit que l'État était à vos côtés. Vous auriez peut-être soit rien dit, soit plus sifflé. Mais en tout cas, il serait passé quelque chose une interaction humaine un peu différente. Et je pense que ça aurait été quand même plus sympathique et ça aurait montré plus la force d'accompagnement de l'État, mais c'est vraiment quelque chose qui, malheureusement, là aussi, est aujourd'hui un petit peu absent. C'est, dans beaucoup de politiques publiques, la capacité d'incarnation des politiques publiques par ces décideurs publics. On avait dans nos bureaux avec Rémi la semaine dernière l'ensemble de l'équipe président et direction du 3977, c'est-à-dire le numéro de lutte contre les maltraitances, qui venait nous sensibiliser au fait que dans la loi Bien Vieillir, celle que j'appelle la petite loi Bien Vieillir, il y a un décret d'application qui va créer une plateforme nationale contre les maltraitances. Il y a déjà aujourd'hui une association qui s'appelle le 3977, et visiblement l'État leur dit, eh bien, on va faire un appel d'offres. Ce serait bien que vous nous donniez le numéro si ce n'est pas vous qui avez l'appel d'offres. Et puis d'ailleurs, votre subvention, on va la diminuer de 75% à partir de cette année. Comme ça, voilà, je pense qu'on... Et ce directeur général du 3977 m'a dit une phrase que je trouve assez juste, même très juste. Il me dit, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus administré que gouverné. Et j'ai trouvé ça parfait, en très peu de mots. Et j'ai vraiment ce sentiment-là, donc je le livre à votre réflexion. Alors, vous parlez des bénévoles des Petits Frères des Pauvres dans les établissements que vous dirigez. Comment les bénévoles des Petits Frères des Pauvres ou un bénévole des Petits Frères des Pauvres arrivent dans vos établissements ? Alors, pour moi, il y a deux chemins, mais vous allez peut-être m'en apprendre d'autres, parce que je ne prétends pas tous les connaître. Premièrement, il se peut qu'une personne, et c'est souvent la majorité, une personne que nous accompagnons à domicile, eh bien, à un moment, ait, dans sa trajectoire de vie et de santé, besoin de rejoindre un établissement. Et la promesse des Petits Frères des Pauvres, et je trouve, elle est très, très engageante pour l'association, c'est d'accompagner tout le temps. Quand on prend quelqu'un en charge, y compris 50 ans, puisque ça nous arrive de prendre en charge des personnes dont le parcours a été cabossé beaucoup et de les prendre en charge très jeunes, on les prend en charge jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vie, sauf si la personne à un moment ne désire plus être accompagnée. Et ça, on aura peut-être le temps d'en parler dans vos questions. Donc on a des bénévoles qui continuent l'accompagnement de M. Dupont, Mme Durand, une fois qu'ils ont quitté leur logement et ils sont dans votre établissement. Et puis parfois, c'est vous qui appelez une équipe des Petits Frères des Pauvres en proximité pour nous signaler que dans l'effectif des résidents de vos établissements, vous avez une personne
qui est totalement isolé, qui ne reçoit pas de visite ou qui ne va pas bien. Et à ce moment-là, on procède comme à domicile, c'est-à-dire qu'on va évaluer et voir si l'équipe met en place un accompagnement. Je suis parti de là parce qu'il me remonte parfois, alors pas tous les jours non plus, mais il me remonte parfois un certain nombre de quiproquos, d'incompréhension sur la place des bénévoles des Petits Frères des Pauvres dans les établissements, dans les EHPAD, pour le faire rapidement. Nos bénévoles ne sont pas des auxiliaires de vos animateurs. Nos bénévoles ne sont pas non plus des inspecteurs de l'ARS en client mystère. Donc ça veut dire que vous avez aussi tout à fait le droit de condamner ces comportements s'ils existent, notamment les inspecteurs clients mystères. Vous savez, ceux qui peuvent vous écrire en vous disant que Madame X et Monsieur Y prennent une pause café, etc. Ce n'est pas leur problème. Mais en même temps, vos animateurs n'ont pas à se lamenter, enfin c'est pas le mot juste, je ne sais pas, ou en tout cas à considérer que c'est pas normal que le monsieur ou la dame des Petits Frères des Pauvres qui est là ne participe pas aux animations collectives. S'il est là dans la salle commune avec une personne, c'est parce que c'est sa mission d'accompagner une personne, d'abord de faire de l'individuel et après de faire du collectif. Et moi, on travaille beaucoup avec les équipes aussi pour regarder comment on construit un petit peu un processus de retour dans la pulsion de vie d'une personne qui connaît l'isolement social. Parce que il y a du réapprivoisement de la vie sociale et ça nécessite aussi de gagner de la confiance. Et puis, j'avais été très très frappé par ce chiffre d'une enquête qu'on a fait juste avant mon arrivée aux Petits Frères des Pauvres pendant le premier confinement, où des personnes interrogées disaient que plus de 800 000 en France disaient qu'ils n'avaient pas pu parler de choses intimes à quelqu'un pendant le confinement, parce que les seules personnes qu'ils voyaient étaient des professionnels de la santé ou de l'action sociale, mais qui ne s'autorisaient pas à leur parler de choses intimes. Et j'avais trouvé ça extrêmement dur. Et donc, nos bénévoles sont d'abord là et avant tout pour pouvoir être dans la relation one-to-one, en quelque sorte, avec une personne. Alors, ça ne veut bien sûr pas dire qu'ils ne sont pas mobilisables pour les actions collectives, mais on a parfois des difficultés avec des établissements où on va confondre les intervenants bénévoles extérieurs et ce qui doit être, à mon sens, mais j'y viendrai après, vos forces bénévoles internes, celles de votre projet d'établissement. Et donc là, je crois qu'il y a des choses, des territoires à mieux marquer et des compréhensions mutuelles à mieux fabriquer. Et parfois, il se peut qu'il y ait de la défiance, des deux côtés d'ailleurs. Des deux côtés. Et donc, il faut essayer, par le dialogue, bien entendu, de faire que cette défiance puisse baisser. Mais il faut aussi que nous, on sache des fois débunker, en quelque sorte, le social washing qui peut être fait avec l'action des Petits Frères des Pauvres. Il nous est arrivé comme ça, alors vous allez me dire, je vous raconte des petites histoires de la vie de tous les jours, mais des trucs de loto, où on met notre nom dedans pour faire bien sur la photo, en quelque sorte, et où il peut y avoir des petites logiques utilisatrices. Alors, en plus, ça dépend beaucoup du statut de l'établissement au sens privé lucratif ou privé non lucratif ou public. Mais voilà, donc il y a du travail de connaissances mutuelles à faire. Et pour ça, je vous invite, si vous avez ou si vous rencontrez des difficultés, nous sommes organisés en région, en fraternité régionale, en délégation régionale. Nous avons des directeurs et des directrices régionales sur la totalité du territoire. Donc, si à un moment vous avez un souci, même s'il est micro-local, n'hésitez pas à le faire remonter avant que ce souci puisse être plus problématique. Alors, quelques réflexions un peu plus globales sur la question du bénévolat et de l'engagement. Alors, je pourrais là aussi vous sortir un petit peu ce que vous commencez à entendre et à lire partout depuis plusieurs années, même si force est de constater que nous sommes dans un pays où l'étude du militantisme, de l'engagement, ça ne fait pas partie des hits encore en sciences sociales, ou alors on est dans des études qui sont parfois très orientées. Mais
Je voudrais aussi, j'espère en tout cas, vous rassurer sur ces questions-là. L'engagement change, les gens zappent de plus en plus. L'engagement sacrificiel tel qu'on le connaissait, où vous rentrez au restaurant du cœur, au Secours populaire, au Petit Frère des Pauvres à 30 ans, et à 70 ans, vous y êtes encore, je pense que c'est derrière nous, que les gens vont avoir des engagements successifs qui vont correspondre à des phases de vie successives, et que durablement, nous allons avoir, c'est un vieux numéro d'un journal RH qui disait ça dans le social il y a une quinzaine d'années, chef, moi jamais, eh bien je crains au président, moi jamais, ou au trésorier, moi jamais dans une association. C'est-à-dire qu'il va falloir, et ça c'est notre boulot, mais qu'on retrouve du glamour sur les fonctions de gouvernance, et ça suppose aussi de revisiter les fonctions de gouvernance. L'engagement en temps de fonctions de gouvernance dans des grandes associations, c'est vrai qu'il va peut-être de moins en moins correspondre avec des envies de nous tous, d'alliance vie pro, vie perso, pour reprendre des thèmes que nous connaissons. Donc il va falloir faire avec ça, mais en même temps, il faut se réjouir que non, il n'y a pas une crise de l'engagement chez les jeunes, il y a un engagement différent, il n'y a pas une crise de l'engagement, et il y a beaucoup de gens qui s'engagent hors structure. Et cela, on a tendance, nous, dans les structures, à ne pas les voir. Les aidants s'engagent, et ils considèrent qu'ils sont engagés. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent sans support associatif, dans leur quartier, pour leurs voisins, pour aider, comme ça, etc., qui se vivent comme des gens engagés, mais que nous, quand on monitore en quelque sorte la vie des engagés, on ne voit pas. Et il y a un moment, il faut qu'on regarde comment on les fait revenir un petit peu aux structures. Alors, moi, je veux peut-être... sur ces questions d'engagement, peut-être avoir un discours inattendu de ma part, mais vous savez, McDonald's avait je crois que c'est McDonald's qui avait un slogan à un moment qui disait « Venez comme vous êtes ». Ça ne peut pas marcher, ça. Et il y a encore trop d'endroits où on croit que ça marche comme ça et on dit que ça marche comme ça. L'engagement bénévole, notamment quand on est face à des publics et des publics vulnérables, que ce soit d'enfants, d'adultes, etc., ne peut pas être un terrain de jeu où on vient se soigner soi. On voit aujourd'hui des bénévoles qui n'ont pas d'intention mauvaise ou belliqueuse, hein, mais qui ont des fois du mal à s'inscrire dans des collectifs parce qu'on les accompagne pas suffisamment à ça. Et donc, nous, on a le cas, hein, au Petit Frère des Pauvres, où vous avez simplement l'arrivée d'une nouvelle personne dans une équipe de 10, et l'équipe va exploser 3 mois après. Parce que la personne a simplement voulu le pouvoir, ou a simplement remis en cause totalement un fonctionnement qui existait, alors à bon ou à mauvais escient d'ailleurs, depuis 5 ou 7 ans. Et dans vos structures, c'est un petit peu pareil. Moi, je vous invite vraiment à accompagner un bénévolat, mais à bien écrire que c'est pas quand je veux, comme je veux, où je veux, et que le menu à la carte a ses limites. On peut peut-être imaginer des formules, et je vous invite vraiment à réfléchir à des formules, mais le menu à la carte complet, à mon avis, est quelque chose qui peut, y compris avec les professionnels, produire de la tension. Donc le bénévole n'est pas un intouchable, au sens parce qu'il est engagé et parce qu'il n'est pas rémunéré, c'est pas pour autant qu'il a tous les droits dans une structure, et je pense qu'il faut vraiment le rappeler. Alors après, je ne peux que vous encourager, je vois le temps qui tourne. Antoine, je ne sais pas où il est, Antoine, il est là. J'ai 5 minutes encore, Antoine ? 3 minutes. Je ne peux que vous encourager à organiser des écosystèmes bénévoles dans vos structures, à les penser dans votre projet d'établissement, mais comme une véritable partie prenante de votre projet d'établissement. Et alors je sais que quand vous êtes confronté à des questions notamment gestionnaires et très très déficitaires, que les bénévoles, c'est aussi des moyens qui peuvent paraître peu coûteux, mais encadrer des bénévoles, c'est nécessaire aussi, et ça nécessite des moyens, ou en tout cas des envies, ou du temps distrait à ça, et vraiment spécifique à ça. Il n'y a pas de grande association dans ce pays qui mobilise des bénévoles sans avoir un ratio bénévole-salarié qui permet justement à ces puissances bénévoles de pouvoir exister. Donc,
Imaginez un écosystème qui correspond à la réalité de votre territoire et de votre établissement, avec un noyau dur, pour reprendre une vieille expression, peut-être des bénévoles plus ponctuels autour, peut-être des gens qui, y compris après le décès de leurs proches, vont vouloir garder un lien avec l'établissement et venir sur des fonctions beaucoup plus ciblées, que ce soit sur du social, du culturel, du festif, etc. Mais vous avez, à mon avis, à vraiment créer cet écosystème-là, et je terminerai là-dessus. Vous savez, on va arriver à l'été, là, et puis la rentrée prochaine, je ne voudrais ni être le Cassandre, et je n'ai pas d'informations plus que vous, mais a priori, à la rentrée, l'État cherchera toujours 40 milliards d'euros d'économies dans le budget 2026, et les débats sur le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, à mon avis, vont être costauds. Ce qui se passe, vous avez peut-être lu ça dans la presse hier soir, la suspension de ma prime Rénov' qui doit revenir à la fin de l'été. J'ai une foi assez faible dans les promesses du moment, parce qu'à un moment, il y a quand même un problème de défaut de paiement qu'il faut aussi prendre au sérieux. Et j'ai vu il y a un mois maintenant la ministre de la Jeunesse, parce que la ministre de la Jeunesse, et c'est de tradition depuis l'après-guerre dans notre pays, est aussi ministre de la vie associative dans quasi la totalité des gouvernements, mais la ministre aussi qui a le service civique sous sa responsabilité. Et je l'alertais sur le fait que rien ne serait pire que de faire, pardon de la plaisanterie, du mauvais en même temps. C'est-à-dire de toucher à la fois au financement des politiques de l'engagement. Vous voyez, le plaidoyer a peu d'effet quand elle-même, ce jour-là, Bercy l'informait qu'il y aurait 15 000 services civiques en moins en 2025. Donc un gel budgétaire de 15 000 jeunes en service civique dans le pays. Donc une baisse des politiques de l'engagement, et au même moment où on toucherait aux politiques de soutien à la philanthropie, puisque nous sommes une association caritative et donc nous vivons de la générosité du public. Et donc l'incitation fiscale du caritatif est, en tout cas dans la culture française, extrêmement importante. S'il y a ces baisses massives de budget, les bénévoles vont redevenir une ressource qu'il faudra mobiliser. Et j'entendais, pardon, j'ai plus son prénom, Alexandre nous parlait de la Suisse tout à l'heure avec le rôle des bénévoles. Je crois qu'il peut y avoir des modèles comme ça, réplicables en France, mais avec un bénévolat beaucoup plus organisé. Et pour terminer là-dessus, je pense que ceux qui s'en sortiront demain, en termes de territoire, seront globalement les territoires où on a réussi à mobiliser, de l'engagement au sens large du terme. Du bénévolat, du volontariat. N'oubliez pas le mécénat de compétences aussi pour les structures associatives. Il y a différentes formes de bénévolat et de volontariat qui peuvent être mobilisées demain. C'est des cultures profondes, et il faut pouvoir les accompagner. Alors, 2 minutes de petite auto-promo, ça me permettra, parce que je vais partir tout à l'heure, de saluer Pierre-Olivier Lefebvre, que vous entendrez cet après-midi, le délégué général de l'association Ville Amie des aînés. J'ai commis un petit livre à la rentrée passée qui est en gros un programme municipal clé en main pour celles et ceux peut-être d'entre vous qui ne savent pas encore que dans 1 an, ils seront maires adjoints aux seniors dans leur ville, parce qu'on aura été les chercher sur une liste municipale dans 3 mois, et puis on leur donnera ce portefeuille-là. Et c'est vrai que moi je suis atterré de voir à quel point les gens pensent que créer une politique publique en direction des seniors autour du bien vieillir, c'est forcément des coûts colossaux. La perte d'autonomie, oui, mais accompagner, une intervenante ce matin en parlait, 19 millions de personnes de plus de 60 ans dans le pays, et y compris en faisant des citoyens engagés. Ils le sont déjà dans les conseils municipaux, dans les associations, vous l'avez dit ce matin, mais on doit pouvoir mieux les accompagner. Je milite par exemple pour créer une réserve civique senior, qui pourrait être un espace d'engagement nouveau. Mais en tout cas, je suis convaincu que cette question-là, elle passe par les territoires. Alors ça va au-delà des établissements, mais qui seront capables sur un canton, une commune, une ville, de pouvoir mettre en œuvre des politiques qui donnent un petit peu envie, pas en vidéo, qui donnent un petit peu envie aux gens de s'investir et d'agir, parce que effectivement, cette question du mur démographique couplé à la dénatalité, qui est quand même un sacré gros sujet, nous promettent en tout cas des moments où il va falloir être imaginatif et changer un petit peu de paradigme. Sinon, je ne nous promets pas forcément des jours heureux. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Yann, pour ces propos très, ouais, très, très riches. On va prendre peut-être quelques questions de la salle ou quelques observations. Moi, je serais très content notamment d'entendre la salle sur cette question de la mise en mouvement de la puissance bénévole au sein des établissements, comment on s'organise, comment on profite de toute cette richesse. Ah oui, alors il y a du dessin, oui, j'avais oublié ça. On peut les applaudir, ces dessins, ils sont super. Hein. D'accord. Voilà, c'est ça, exactement, on y est. Merci beaucoup. Donc oui, sur cette question du bénévolat, Yann a évoqué effectivement des relations parfois difficiles en fait, hein, entre parfois les équipes d'animation, les bénévoles des petits frères, avec cet enjeu aussi on y revient hein, avec cette question de l'attractivité des métiers, avec des professionnels peut-être qui seront en nombre manquant et peut-être qu'il y aura besoin de ce soutien des bénévoles. Si la salle ne réagit pas, moi je vais encore poser peut-être cette question justement sur cet enjeu des ressources humaines. Est-ce que il ne faudrait pas partir dans l'élan inverse de se dire que comme il n'y a plus de professionnels, il va falloir mettre tout le monde en bénévole. Mais en tout cas, la question de la complémentarité et de cette ressource bénévole dans notre pays se pose et va se poser avec une acuité particulière, non, dans les prochaines années. Oui, c'est ce que je disais, enfin, j'ai essayé de vous faire passer comme message en fin d'intervention. On a trop confiance dans le fait que les générations de bénévoles soient spontanées. Est-ce que les personnes qui ont 30, 40 ans aujourd'hui vont s'engager bénévolement? Je ne veux pas tout ramener à ce débat sur les retraites. Je crois que les députés, il y a une niche parlementaire cet après-midi qui revient dessus. Mais on étudiera, je pense, dans les années à venir, à une perte de l'engagement bénévole avec l'augmentation de la durée de l'activité professionnelle. Donc ça renverra aussi aux employeurs le fait de regarder comment on éduque à l'engagement à l'âge adulte. À la jeunesse, ça marche pas trop mal. Mais à l'âge adulte, ça peut se perdre. Alors, vous avez les grandes entreprises avec le mécénat de compétences, les journées de solidarité, on en accueille un certain nombre aux petits frères des pauvres où on a des gens qui sont très contents de venir passer un vendredi après-midi à faire un concours Top Chef pour 50 personnes âgées au siège des petits frères des pauvres, c'est super. Est-ce que c'est vraiment de l'engagement? Est-ce que ça déclenche des petites choses? Moi, je suis encore assez mesuré sur ces questions-là. En revanche, peut-être deux choses à vous partager très rapidement. Je sèche cet après-midi, pourtant j'en suis administrateur, le conseil d'administration et l'assemblée générale de Service Civique Solidarité Senior, parce que je serai dans le train du retour. Service Civique Solidarité Senior est un beau programme. Derrière les jeunes en sweatshirt jaune que je vois dans vos établissements, parce que ça m'arrive d'en croiser, je vois aussi une mutation des jeunes en service civique. Là, on a parfois des jeunes de plus en plus éloignés de l'engagement. Moi, je suis des services civiques depuis 2006, c'est-à-dire depuis le service civil volontaire. On est passé du bac+5 à des jeunes qui peuvent avoir des difficultés d'insertion dans la vie professionnelle. En revanche, quand l'ESSEC nous fait les études d'impact sur Service civique Solidarité Senior, on est tous ébahis du nombre de jeunes qui restent dans les métiers du médico-social. Donc, la deuxième chose, c'est arrêtons de nous auto-flageller sur l'attractivité de nos métiers, et notamment pour les faibles niveaux de qualification. Alors, peut-être un discours qui est dissonant par rapport à ce qu'on entend partout, mais les métiers du médico-social sur les métiers de non-cadre, etc., ne sont pas si peu attractifs que ça quand vous comparez les rémunérations à des rémunérations dans le champ du commerce, de l'industrie, etc. Il faut qu'on arrête de s'auto-flageller là-dessus, surtout depuis le Ségur. Je vous assure, il y a des millions de Français qui vivent dans la tranche entre 1 300 et 1 700 euros par mois. Ça, c'est le problème.
C'est le problème de comment on progresse et comment on en sort. Mais arrêtons de dire partout que nos métiers ne sont pas attractifs et sont mal payés. Il y a des métiers plus mal payés que ça. Alors, vous savez, c'est un peu comme quand on ramenait les notes à la maison, on disait, bah oui, j'ai eu 8, mais l'autre, il a eu 6. Mais je vous assure que quand même, quand on l'observe froidement, il n'y a pas que de la misère, quoi. Très bien. Il y a une intervention d'une dame juste devant moi. Ah non, vous ne devez pas intervenir, mais par contre, il y a un monsieur tout en haut. Je vais vous faire du sport, je suis désolé. Et après, n'hésitez pas à lever la main suffisamment en amont pour éviter justement les montées-descentes. Oui. Monsieur. J'ai trouvé. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Là. Alors, je crois que c'est la première fois en 15 participations. Je prends la parole aussi, donc je ne sais pas si j'ai du soutien. Non, je suis du Morbihan. Bah, si. Voilà. Mais je ne suis pas adhérent, il me fait dire. Bon, bref. Oui, non, j'ai une question. J'ai entendu tout à l'heure que vous parliez de bénévolat ponctuel. Moi, effectivement, ça fait quelques années que j'y pense. Me dire qu'à un moment donné, la représentation du bénévole, c'est on donne une main, on prend le bras. Et des fois, c'est ça qui fait qu'il y en a qui reculent un petit peu parce qu'on bah, on va toujours nous demander, on va toujours nous demander. Et c'est un cercle vicieux parce que du coup, il y en a peu qui s'engagent. Et j'ai cette intuition depuis quelques années, j'en ai beaucoup, mais jamais de mise en œuvre, de me dire comment on arrive à structurer une équipe de bénévoles où les personnes, outre le noyau dur, s'autorisent à dire bah, je viens une fois dans l'année pour proposer un atelier bricolage parce que j'ai cette compétence-là. Et je ne sais pas comment passer le pas pour dire c'est possible d'être sur du bénévolat ponctuel. Est-ce que vous avez des petits tips à nous partager? Moi, je crois beaucoup à cette logique des cercles concentriques, justement d'avoir ce noyau dur et puis de regarder vos équipes bénévoles ou votre structure bénévole avec une vraie logique RH là-dessus et qui correspondent à des besoins. 4 fois par an, vous faites une sortie dans l'année où vous allez emmener les personnes, je ne sais pas, dans un étang qui est à 10 km pour faire de la pêche à la truite. Voilà. Et ben là, ce jour-là, il faut un peu plus de monde que d'habitude parce que ça nécessite de l'encadrement, peut-être conduire un minibus, assister pour mettre des fauteuils dans le minibus, etc. Enfin, c'est exactement comme quand au Resto du Cœur, 2 fois par an, ils font une collecte et ils vous appellent parce que les gens qui sont devant le chariot chez Leclerc ou Intermarché que vous croisez en allant faire vos courses ce samedi-là, c'est pas forcément des bénévoles d'année des Restos du Cœur qui sont tous les jours dans une distribution. C'est souvent des gens qui ont reçu un SMS 8 jours avant en disant « T'es libre ce jour-là, on fait une… » et qui sont repérés comme des bénévoles ponctuels. Donc faut arriver à faire vivre ces engagements. Et moi, quand je suis arrivé au Petit Frère des Pauvres, c'est une des premières choses que j'ai fait. Il y avait une différence. Il y avait les bénévoles, la première classe, puis il y avait la seconde classe, les bénévoles ponctuels. Et aujourd'hui, quand vous regardez nos rapports d'activité, il y a des bénévoles. Et le nombre, les heures d'engagement ne font pas la qualité du bénévolat, ou en tout cas la reconnaissance. Donc là-dessus, vous pouvez tout à fait organiser les choses et vous trouverez beaucoup de gens qui ont envie de venir ponctuellement, et j'aime beaucoup votre expression, monsieur, qui n'ont pas envie de… Les associations peuvent effectivement parfois être un peu dévorantes, notamment quand quelqu'un s'engage, et on lui dit « tu veux pas rentrer au conseil d'administration, tu veux pas ci, tu veux pas ça », et c'est le meilleur moyen de les faire fuir, ou les plus jeunes leur dire « bon, bah écoutez », enfin ils disent « non, c'est un truc à plein temps, quoi ». Et puis, les horaires, pardon, aussi là-dessus, voilà, si vous voulez des bénévoles jeunes, les réunions le mardi entre 15h et 16h, en général, quand les gens bossent, faut rendre compatible l'engagement bénévole avec le temps du bénévole, c'est-à-dire pas un professionnel. Et du coup, je reprends la parole parce que non, on a dit une question tous les 15 ans. C'est pas une question, c'est je réagis parce que justement, dans la notion de bénévolat, on a du mal à faire le pas de côté. Et dans votre réponse, vous avez dit bénévolat ponctuel sur des choses qui existent déjà. On pense toujours à l'activité sortie extérieure, qui est important. Mais moi, je pense projet personnalisé aussi. Je me dis, quand à un moment donné, il y a un résident, on sait que son envie, c'est de continuer à faire du bricolage. Parce que voilà, et on sait qu'on a des lieux de vie et d'envie, et qu'à un moment donné, le maintien d'autonomie passe aussi par comment est-ce qu'on fait envie aux résidents.
Donc ce résident-là, il a envie de faire du bricolage. Et on a du mal des fois à trouver des gens qui vont dire bah, ok, parmi les bénévoles, même parmi des conjoints de soignants, je ne sais pas, il y a des gens qui ont des compétences. Et on a du mal à faire ce pas de côté, dire quelles nouvelles activités on pourrait faire. Voilà, quelqu'un qui vient ponctuellement une fois pour faire du bricolage avec ce résident, c'est du bénévolat. Et ça passe pas que par des sorties, oui. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Et puisque vous vouliez des petits tips là-dessus, pour que, je crois qu'il y a beaucoup plus de satisfaction, enfin, il peut y avoir une satisfaction optimisée dans une action, une interaction personnalisée que dans une action collective, où le bénévole a parfois l'impression d'être un serveur, un rangeur, un balayeur de salle, etc. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il existe aujourd'hui des plateformes d'intermédiation qui sont ce qu'elles sont. Je veux aider.gouv ou des choses comme ça, sur lesquelles, quand vous êtes des associations, ce n'est pas le cas de vous tous, je pense, mais vous pouvez aujourd'hui proposer des missions et vous avez des missions comme ça. Il faut simplement à un moment les formaliser parce que je crois que beaucoup de gens seraient intéressés par ça. Encore faut-il qu'à un moment, l'offre et la demande se rencontrent.